Compagnie. Merci Valette. Où on va discuter des fermes municipales donc, et de leur rôle dans les transitions agricoles et alimentaires. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits détails d'abord techniques. Donc, cette réunion est enregistrée pour que les personnes intéressées qui ne pouvaient pas être présentes puissent regarder le replay. Donc, si ça vous pose problème, qu'on voit votre image, etc., il n'y a aucun souci. Il suffit de poser vos questions dans le chat et on les relaiera dans les temps de discussion. Voilà, comme on est en mode réunion pour faciliter les échanges, bien pensez à couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférences dans les interventions de cet atelier. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, comme je disais, et puis voilà, à soit poser vos questions dans le chat, soit à les garder pour les différents temps d'échange qui sont prévus. En tout cas, on vous remercie d'être présent aujourd'hui. Et on est ensemble jusqu'à 12h30. Alors rapidement, vous dire quelques mots sur Alta. Donc, c'est un projet qui a émergé en 2022 de plusieurs acteurs qui souhaitaient créer un espace d'échange d'acteurs engagés dans les transitions agricoles et alimentaires. Donc, aujourd'hui, c'est un projet qui est porté administrativement par Solagro et qui est co-animé donc, entre moi-même et Alizé Marceau, avec l'appui de plusieurs collègues, dont Madeleine Charrue, qui est présente aujourd'hui pour aussi l'animation de ce temps d'échange. Et on est un comité d'orientation stratégique qui regroupe 19 structures, donc vous voyez citées ici. Et donc c'est vraiment l'idée à l'origine d'Alta, c'était l'idée de se dire qu'on avait besoin d'un espace d'échange pour échanger nos retours d'expérience, nos expertises, nos savoir-faire sur les sujets de transition agricole et alimentaire. Qu'aujourd'hui, on avait tous une pièce du puzzle, nous, acteurs engagés sur les territoires ou au national, et qu'on avait un besoin, en tout cas, de mutualiser pour être à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux. Euh, donc, c'est de là, de ce constat qu'est née l'idée de créer une alliance sur les transitions agricoles et alimentaires avec deux piliers. Aujourd'hui, on a deux piliers qui structurent l'action de l'alliance. Le premier, c'est vraiment de créer cet espace d'échange et de coopération pour faciliter la montée en compétences de tous sur les sujets des transitions agricoles et alimentaires. Donc, ça passe notamment par des temps d'échange comme ces ateliers, par des rencontres nationales. On a plusieurs outils aussi qui permettent de partager les travaux des alliés, donc le bulletin, la newsletter. N'hésitez pas d'ailleurs à vous y inscrire si ça vous intéresse de suivre les travaux d'Alta. Une liste de discussion qui est réservée aux alliés qui sont signataires de la charte d'Alta. Donc pareil, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la consulter sur le site d'Alta qui pose un peu justement les ambitions de cette alliance. Et puis un deuxième volet, puisqu'on s'est dit aussi que tout ne se jouait pas à l'échelle territoriale, il y a quand même énormément de choses qui sont définies à des cadres nationaux, voire européens, et que c'était important d'être en interaction aussi avec ce qui se passait à ce moment-là. Donc l'idée, c'est de créer une force de proposition en interaction avec les acteurs qui font aujourd'hui du plaidoyer à ces niveaux-là. Donc l'idée, c'est d'être un relais, de pouvoir faire remonter les besoins, revendications des acteurs engagés sur les territoires auprès de ces acteurs-là pour que ça puisse alimenter leur travail de plaidoyer auprès des institutions. Et à l'inverse, de pouvoir aussi être un appui pour ces organisations-là pour déployer des campagnes de communication, de sensibilisation, de plaidoyer au niveau local. Donc voilà les deux grands axes d'action d'Alta aujourd'hui. En 2022-2024, on s'est focalisé sur un premier programme d'action sur la question de l'évolution des environnements alimentaires pour accélérer la transition de notre alimentation vers des assiettes plus durables et plus végétales. L'objectif, c'était de voir quels sont les leviers qui peuvent être mobilisés sur les territoires pour faire évoluer les environnements alimentaires et pour faciliter ces transitions avec l'idée que euh, pour changer de régime alimentaire, il ne suffit pas d'informer les consommateurs, mais il faut bien que cette transition soit aussi facilitée par tout ce qui les entoure, l'alimentation auquel ils ont accès, leurs moyens, etc. Donc, c'est ce qu'on a essayé de creuser pendant ces 2 années. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site internet où vous aurez tous les comptes rendus des ateliers qu'on a pu faire là-dessus. Et puis voilà, comme je disais, si vous souhaitez suivre les actus et actions d'Alta, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Et puis si cette dynamique vous parle et vous enthousiasme, surtout n'hésitez pas à signer la charte d'Alta pour devenir allié.
Alors aujourd'hui, donc on va se focaliser sur la question des, après, Julien, je te laisserai la parole, pardon, sur la question des fermes municipales avec deux intervenants. Donc, Julien Vert de Potager et compagnie. Donc, Potager et compagnie, c'est des alliés de la première heure d'Alta, puisqu'ils ont rejoint très tôt la dynamique. Donc, on les remercie. Donc, Julien va nous parler de cette dynamique qui émerge autour des fermes municipales. Et puis, le témoignage de Fabrice Beauvois, directeur général des services de la commune de Roquebaron, qui viendra témoigner sur leur expérience des fermes municipales. Donc, on vous remercie chaleureusement tous les deux d'être présents aujourd'hui. Et puis, Julien, d'avoir proposé aussi cet atelier, puisque c'est bien à votre initiative qu'on a pu aujourd'hui proposer ce temps d'échange à vous toutes et tous. Voilà. Je vous laisse la main. Hop. Allez, eh ben, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous voyez bien le diaporama, qu'il faut peut-être que je mette en plein écran. Hop. Euh, oui, donc moi j'ai proposé à Alta de faire un webinaire là, sur les fermes municipales, puisqu'on a organisé avec la commune de Montsartou en juin dernier des rencontres nationales qui ont permis de voir qu'il y avait une vraie dynamique autour de ces sujets de fermes municipales, et puis surtout de rassembler des informations, des retours d'expérience qui me semblaient intéressants de partager avec vous. Donc, ça va être l'objet là de ce webinaire. Je vais commencer par vous présenter un peu quelques éléments généraux sur Potager et compagnie, sur les fermes municipales. Ensuite, je vous ferai un petit retour, une petite synthèse là, des éléments les plus saillants des rencontres nationales et puis des suites qu'on entend y donner. Et puis enfin, on aura donc le témoignage de Roch Baron, qui a créé sa ferme municipale depuis un peu plus d'un an et qui donc voilà, pourra témoigner un peu de comment ça s'est passé à la fois sur l'émergence du projet, sa mise en œuvre concrète, son fonctionnement actuel et puis les projets pour le futur. Voilà, donc juste quelques mots de présentation à titre personnel. Potager et compagnie, donc c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire qui est installée à la ferme Saint-Georges dans le Var. On est d'abord maraîcher bio, donc nous au quotidien on exploite un verger maraîcher, donc un système agroforestier qui associe des planches de maraîchage, des arbres fruitiers et des poules pondeuses, et donc on produit des fruits et légumes œufs bio. On est aussi un organisme de formation professionnelle. On forme sur notre ferme aux techniques agroécologiques qu'on emploie au quotidien. Et puis on est un petit bureau d'études. On crée des lieux nourriciers, principalement des potagers d'entreprise et des fermes maraîchères municipales. Voilà, donc on est clairement une entreprise engagée pour la transition agroécologique. Alors on est évidemment en bio, on s'intéresse aussi beaucoup au maraîchage sur sol vivant. On est une ferme formatrice du réseau Ferme d'Avenir et on est labellisé ESUS. Voilà, donc dans l'équipe au départ, on est deux cofondateurs, Laurence Berlemont et moi-même. Moi, j'ai fait une première partie de carrière au ministère de l'Agriculture avant de démissionner pour créer Potager et compagnie il y a 4 ans. Et dans l'équipe, depuis le début, il y a toujours eu 2 salariés. Donc en ce moment, on a une chef de culture et une jeune ingénieure agro. On accueille régulièrement aussi des compagnons, des stagiaires, des apprentis. Voilà, la raison d'être de Potager et compagnie, donc c'est évidemment de travailler sur d'autres manières de produire notre nourriture au quotidien. Donc on est évidemment en bio. On s'intéresse aussi à la permaculture et au maraîchage sur sol vivant en contexte méditerranéen. Comme je l'ai dit, on est sur un système agroforestier avec des sols très peu travaillés et pas de plastique jetable. Voilà, ce qui est un petit défi au quotidien en maraîchage. Et le but, c'est de produire des fruits et légumes bio qu'on vend dans un circuit ultra court. Moi, la totalité de la production de la ferme est écoulée dans un rayon de 15 km autour de chez nous, principalement sous forme de paniers. On travaille aussi avec des restaurants gastronomiques là, à Brignoles, à côté. Et on a mis en place avec le CCS du village un système de paniers solidaires. Voilà, l'ambition, c'était aussi de faire de la ferme, dont vous voyez quelques images ici, un peu un lieu de référence sur ces questions d'agroécologie, de maraîchage sur sol vivant en contexte méditerranéen. Sur ces sujets, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Voilà, il y a des dynamiques plutôt dans l'ouest, dans le nord de la France, mais c'est vrai que dans le midi, il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà, le but, c'est évidemment de faire la preuve par le faire, quoi, de montrer que ça fonctionne à une échelle professionnelle sur notre ferme, d'avoir aussi un lieu qui puisse accueillir des expérimentations, des essais agronomiques. On travaille notamment beaucoup autour de la litière forestière fermentée.
On produit aussi des références technico-économiques, hein, voilà, que ce soit sur les investissements, sur les niveaux de production, sur les coûts de production, voilà, qui nous servent évidemment dans l'accompagnement ensuite de projets de création de potagers d'entreprise ou de fermes municipales. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un lieu de formation. On accueille des compagnons dans le cadre du programme de compagnonnage en maraîchage avec Ferme d'Avenir. On organise nous-mêmes des formations techniques, surtout en période hivernale, et puis très régulièrement des visites, des rencontres, notamment avec des porteurs de projets, voilà, des gens qui veulent s'installer en maraîchage. Voilà, et puis la dernière idée de départ aussi de Potager et compagnie, c'est d'essayer de créer un autre modèle économique, de proposer autre chose pour les maraîchers. On rappelle souvent cette statistique, hein, un maraîcher biodiversifié en France, en moyenne, c'est 50 à 70 heures de travail par semaine, 50 semaines par an parce qu'ils ont beaucoup de mal à prendre des congés pour 800 € de revenus par mois. Donc ça, c'est la réalité statistique brute du métier. On peut faire mieux. Et une façon de faire mieux, c'est de proposer d'avoir des modèles avec des maraîchers salariés. Donc, quand on crée des potagers d'entreprise ou des fermes municipales, les hommes et les femmes qui les font tourner au quotidien sont salariés de l'entreprise ou de la collectivité. Et donc, ils ont un revenu décent et stable, des congés payés. Voilà, donc ça c'était juste quelques mots de présentation générale de Potager et compagnie, et j'en viens au cœur du sujet qui est pourquoi créer une ferme municipale. Alors évidemment le but c'est de produire de l'alimentation bio et locale qui va alimenter principalement la cantine, mais aussi pourquoi pas des actions de solidarité avec le CCAS, le portage de repas à domicile. Donc il y a cette fonction nourricière hein, qui est évidemment première et fondamentale. Donc c'est une manière un peu originale, mais concrète et opérationnelle de répondre notamment aux obligations de la loi Egalim. Mais c'est pas que ça, c'est aussi un super outil pédagogique et donc ça va permettre d'accompagner les enfants et les familles vers une alimentation plus durable, de les sensibiliser à l'agriculture, à l'environnement, au lien entre l'alimentation et la santé. C'est aussi un lieu où on peut faire plein d'animations, des ateliers, des visites. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites là-dessus. C'est évidemment un projet qui a beaucoup de sens et puis qui est valorisant pour la commune, qui peut être aussi un projet un peu totem pour incarner un petit peu les engagements de la commune sur ces questions de transition agricole, de souveraineté alimentaire locale. Et puis, dernier intérêt que moi j'y vois, c'est qu'on crée de fait un lieu de production qui est déconnecté du fonctionnement des marchés agricoles classiques, avec donc des maraîchers salariés dont le revenu ne dépend pas ni des cours des produits agricoles, ni d'aléas de fonctionnement de marché. Et donc, ça autorise ces maraîchers, ces maraîchères à être peut-être plus ambitieux, en tout cas à prendre des risques en termes de pratiques agroécologiques. Et donc, c'est aussi, je pense, des petits laboratoires voilà, de la transition dans ce sens-là, en permettant des expérimentations agroécologiques un peu ambitieuses. Voilà, alors la question qui vient très vite quand moi je discute de ça avec des élus, c'est combien ça coûte? Et ma réponse habituelle, c'est ça coûte moins cher qu'en rond-point. Pourquoi? D'abord parce que c'est vrai, objectivement. Ensuite, parce que ça dit aussi, je pense, quelque chose de priorité politique qu'on peut se donner à l'échelle communale. Alors, pour donner quelques ordres de grandeur, voilà, 1 hectare de maraîchage bio bien optimisé, on produit quasiment 100% des besoins en légumes d'une cantine qui sert à peu près 350 repas par jour. Voilà, c'est histoire de donner des idées. Ces chiffres sont évidemment faux, mais ils ne sont pas trop faux en ordre de grandeur. Après, voilà, chaque projet s'étudie en fonction du nombre de bouches à nourrir, du foncier disponible, de la qualité des terres aussi, et puis vraiment des bras qu'on met en face pour exploiter, parce que les légumes ne poussent pas tout seuls. Voilà, pour aménager une parcelle d'1 hectare et en faire une ferme maraîchère, il faut compter au moins 100 à 150 000 euros d'investissement. Là aussi, ça va être très dépendant du contexte. Voilà, que les éléments de base, c'est quand même l'accès, les circulations, une clôture un peu efficace, des serres. On verra que les tunnels maraîchers sont quand même un outil de production fondamental. Un système d'irrigation performant, parce qu'on ne fait pas pousser de légumes sans eau. Et puis, voilà, un package matériel, outillage qui permettent de fonctionner au quotidien. Et après, en fonctionnement, toujours sur une ferme municipale d'1 hectare, on va être à un budget annuel de fonctionnement de l'ordre de 60 à 80 000 euros. Là-dedans, il y a évidemment beaucoup de main-d'œuvre, donc de salaire. Et puis après, il y a
les intrants voilà, dont on va avoir besoin au quotidien pour faire tourner une ferme. Voilà, c'était histoire de poser quelques chiffres sur la table. Après, on a, notamment dans le cadre des rencontres, documenté beaucoup de projets à toutes les échelles. Donc, ça peut permettre à chacun de trouver des exemples qui correspondent à son contexte spécifique. Un autre point que moi j'aime bien rappeler, c'est qu'une ferme maraîchère municipale, ce n'est pas forcément une régie agricole, même si c'est un statut qui présente beaucoup d'avantages. Donc, il y a une grande diversité de modèles juridiques qui sont possibles selon le contexte et les objectifs de la collectivité qui se lance dans l'aventure. Moi, j'ai essayé de les regrouper sur ce schéma-là, donc en deux axes, hein. Plus on est sur la gauche du schéma, moins vous avez une maîtrise de la collectivité sur ce qui va se passer sur la ferme. Et l'exemple parfait de là où on n'a pas de maîtrise, c'est quand on met juste à disposition du foncier communal dans le cadre d'un bail rural. À partir de là, on peut pas inscrire dans un bail rural de clause sur le devenir de la production. Donc, il y a aucune certitude que les légumes qui sont produits là iront effectivement à la cantine. Et il n'y a même aucune certitude que ça sera des légumes qui seront effectivement produits parce que le titulaire du bail rural, tant qu'il exploite en bon père de famille, c'est-à-dire qu'il ne dégrade pas le fond, il fait absolument ce qu'il veut. Voilà, donc très peu de maîtrise sur la partie gauche, beaucoup de maîtrise sur la partie droite. Et puis sur l'axe vertical, c'est l'investissement financier, très faible vers le bas et plus important vers le haut. Voilà. Je ne prétends pas que ça soit la vérité absolue, mais ça donne à réfléchir à différents types de modèles. Alors évidemment, on ne peut pas tout avoir et rien payer. Donc des modèles dans lesquels on maîtrise tout et où ça ne coûte pas cher, j'en ai pas trouvé. Voilà, mais on peut faire différentes choses en fonction des objectifs. Et notamment, on peut aller chercher des outils qui sont plutôt issus du droit des marchés et des services publics qui n'ont pas du tout été pensés pour faire une ferme municipale, mais qu'on peut adapter pour ça. Et donc, on peut voilà, avoir des modèles à base de délégation de services publics qui peuvent être intéressants. Un autre point qui soit important, sur lequel il me semble important d'insister, c'est que il y a pas ou peu de compétences agricoles dans les collectivités territoriales. Historiquement, ce n'était pas vraiment un sujet qui était investi à l'échelle communale. Et donc, il y a besoin d'aller chercher de l'ingénierie, de l'accompagnement, parce que c'est un projet, comme tout projet, où il va falloir dérouler des études de faisabilité, des questions de dimensionnement qui sont vraiment importantes pour que la ferme soit en adéquation avec les besoins de la cantine. Il se pose très vite la question du foncier, hein, s'il n'y a pas déjà du foncier maîtrisé et qui a été identifié par la collectivité. Il faut ensuite concevoir un système de production qui soit efficient et agroécologique. Le recrutement d'un maraîcher qualifié, généralement, on va plutôt chercher un contractuel qui vient, donc quelqu'un à l'extérieur de la fonction publique territoriale, qui va venir avec les compétences de chef de culture et puis qu'on va pouvoir recruter comme contractuel. L'aménagement de la ferme proprement dite, hein, donc il y a de la maîtrise d'œuvre pour trouver les bons fournisseurs, les bons prestataires, encadrer les chantiers, réceptionner tout ça. De la planification de la production en lien avec la cantine, de la formation éventuellement si les employés communaux sont aussi mobilisés, du suivi technique, de la mise en réseau, de l'animation, de la recherche de subventions. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles mais il existe différentes structures qui peuvent accompagner ça et c'est important, je pense, d'être accompagné. Voilà, j'enchaîne tout de suite avec quelques éléments issus donc, des premières rencontres nationales des fermes municipales organisées par la ville de Montsartou, la maison de l'éducation à l'alimentation durable de Montsartou et Potager et compagnie. C'était en juin dernier, un jour et demi d'échanges qui ont été vraiment, vraiment intéressants. D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Voilà, donc on a fait ça le comble, donc 140 participants venus de toute la France, beaucoup de collectivités à différents niveaux, alors principalement des communes, mais aussi des intercommunalités, départements, et puis différentes structures, associations, partenaires techniques. Voilà, donc ça a permis des échanges assez riches. En amont des rencontres, on avait lancé un répertoire des fermes municipales, intercommunales ou départementales. Donc, à ce jour, on a documenté près d'une cinquantaine de projets. Voilà, donc, et publié un premier répertoire. Donc, vous avez le lien, vous retrouverez ça sur le site des rencontres. Puis, j'ai fait un petit focus dans une prochaine diapo. Ça aussi, on avait proposé vraiment à tous les participants de venir, si possible, avec des élus, des techniciens et des maraîchers pour ceux qui ont déjà un maraîcher communal. Voilà, donc c'était le cas, et donc il y avait une belle diversité là, de profils. Et puis, Gilles Perrol, qui a co-organisé ces rencontres,
avait eu l'idée aussi d'aller chercher des grands témoins, des chercheurs qui nous aident à prendre un peu de recul. Et donc, on a 3 chercheurs qui ont suivi l'ensemble des rencontres, qui ont voilà, ponctué ces rencontres aussi de prise de parole qui étaient vraiment intéressantes. Et puis, on va essayer de continuer à travailler avec le monde de la recherche. Voilà, des gens qui sont venus de loin. On avait même voilà, une personne qui était de La Réunion. Alors, je n'étais pas venu exprès pour nous, mais de passage en métropole. Donc, voilà, c'était hyper intéressant. Puis des gens qui ont quand même traversé la France du nord au sud ou du nord-ouest au sud-est pour venir. Et donc ce premier répertoire là, je vous ai remis la carte qui est intéressante parce qu'elle montre que, bah, il y a des fermes municipales aujourd'hui, un peu partout. Je vais dire très souvent fermes municipales pour pas, répéter la longue, périphrase des fermes municipales, intercommunales ou départementales ou métropolitaines. Enfin, voilà, de fermes portées par des collectivités. Donc il y en a un peu partout en France, ce qui est hyper intéressant, portées par différents niveaux de collectivités locales, de la commune au département. Donc aujourd'hui, on a documenté 48 projets dans 26 départements différents. Ça représente quand même 500 hectares de terres agricoles exploitées aujourd'hui en régie ou sous d'autres formes directement par des collectivités, qui alimentent 227 000 repas par jour. Et l'ensemble de ces collectivités, mis bout à bout, c'est presque 5 millions d'habitants. Donc le message clé, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose voilà, de marginal. Voilà, il y a un vrai mouvement, il se passe beaucoup de choses à différents niveaux, et donc ça fonctionne, c'est intéressant. Voilà, c'est le premier message sur lequel on insiste. Et je profite aussi de cette diapo pour dire qu'on continue à recenser les projets. Et donc le formulaire qui permet de faire connaître son projet de ferme municipale, intercommunale ou départementale est toujours actif. J'ai remis le lien sur cette diapo. Et donc si vous avez connaissance de projets, même s'ils sont encore dans la phase d'études, ça nous intéresse de les connaître, et voilà, et de ne pas hésiter à leur proposer de remplir une petite fiche. Nous, on publiera une deuxième version de ce répertoire qui permet, encore une fois, le but, c'est de faire du retour d'expérience et de permettre aux communes qui s'engagent ou qui s'interrogent sur ce type de projet, bah, d'avoir toute une série de retours d'expérience. Voilà, sur le déroulé de ces rencontres, donc on avait une table ronde voilà, avec différents acteurs qui s'étaient lancés dans une ferme municipale, qui sont venus témoigner. Donc ça a permis l'échange d'expériences qui était vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, il y a eu 6 ateliers qui se sont déroulés en parallèle, qui ont couvert différents enjeux de ce type de projet, que ça soit la création de l'adaptation des besoins de la cantine, pardon, de l'adaptation des besoins de la production aux besoins de la cantine. Et inversement, on avait un autre atelier qui était d'adapter la cantine au fait d'être alimenté par une production maraîchère en régie. On a aussi réfléchi sur ces différents modèles juridiques possibles. J'en ai parlé rapidement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, de la DSP, différents types de sociétés, SIC SPL, la régie, voilà. Et puis, il y avait un atelier aussi où on s'est interrogé un peu sur des questions de financement des fermes municipales, d'accès aux subventions agricoles et d'accès au statut d'agriculteur. Pour l'instant, est compliqué, à minima, pour une collectivité. Voilà, et donc il y a sans doute là aussi des éléments de plaidoyer qu'il faudra porter. Voilà, si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, tout a été capté en vidéo. Donc, l'ensemble des séquences en plénière, donc table ronde, restitution des ateliers, témoignages des grands témoins, donc des chercheurs dont je vous ai parlé, tout ça a été capté, a été mis en ligne. On a aussi fait des petites capsules vidéo, voilà, avec des interviews de différents intervenants participant à ces rencontres. Et on a mis tout ça dans une playlist YouTube, dont vous avez le lien ici, qui vous permet de retrouver tout ça et de regarder ça tranquillement. Et puis on a terminé par une séquence d'intelligence collective dont l'objectif était vraiment de faire réfléchir les participants à ce qu'ils voulaient pour la suite. Donc il y avait 4 pôles sur lesquels ils pouvaient contribuer, que ce soit la deuxième édition des rencontres, la nécessité ou pas de créer un réseau, un certain nombre d'éléments de plaidoyer à porter, et puis la question des besoins de formation. Donc ça a bien phosphoré, il y a eu beaucoup de propositions intéressantes, et donc il y a maintenant un collectif national des fermes bio portées par des collectivités locales qui a été mis en place,
qu'on anime pour l'instant, donc la ville de Montsartou et Potager et compagnie, un peu avec les moyens du bord, mais il y a déjà eu une première réunion, il y en aura une prochaine là, dans le courant du mois de novembre. Et on espère rapidement pouvoir formaliser un peu ce collectif et financer un poste d'animateur ou d'animatrice. On peut aussi dire, donc on avait clairement annoncé la couleur en disant que voilà, on créait un premier événement à Montsartou, mais qu'on avait envie que ces rencontres puissent, enfin, que d'autres éditions puissent avoir lieu et que d'autres collectivités s'en saisissent. Et ben, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main, ce qui était vraiment voilà, une grande satisfaction. Et donc je pense que sur 2025, 26, 27, on devrait avoir des rencontres. On laissera évidemment aux élus des collectivités qui sont portées volontaires la primeur d'annoncer où, quand et comment. Mais voilà, il y aura déjà, on peut déjà dire qu'il y aura une deuxième édition des rencontres en 2025. Et puis ce collectif, c'est un collectif ouvert, hein, et donc évidemment, toutes les collectivités que le sujet intéresse sont évidemment les bienvenues pour nous rejoindre. Voilà, donc je vous ai remis là le site internet des rencontres, sur lequel on a publié tous les éléments, que ça soit, le témoignage des chercheurs, l'ensemble des vidéos, le répertoire dont je vous ai parlé et puis nos coordonnées pour nous contacter et rejoindre l'aventure si ça vous dit. Et je passe maintenant donc à la ferme maraîchère municipale de Roquebaron et donc au témoignage de Fabrice Beauvois. Hem Voilà, donc on va faire ça un peu à deux voix sous forme de Oui, de bonjour à toutes et questions-réponses. tous. Fabrice, je te laisse peut-être déjà te présenter? Oui, eh ben, écoutez, bonjour à toutes et tous. Voilà, Fabrice Levoix, effectivement, je suis DGS de la commune de Roquebaron et on a démarré le projet de la ferme maraîchère municipale ben, il y a maintenant, on va dire, plus de 2 ans. On va dire quand on a effectivement l'idée, quand on a pris la décision, quand le maire a pris la décision de démarrer, voilà, il y a un peu plus de 2 ans. On a eu 1 an, on va dire, de préparatifs et les premiers légumes sont sortis. On a pu alimenter la cantine en septembre 2023. Donc, on va dire toutes les étoiles étaient alignées. Il y avait une volonté. On avait le foncier, ce qui a permis effectivement aujourd'hui d'avoir ce projet de ferme opérationnel. Et au bout d'1 an, déjà, je remercie Julien du témoignage parce que c'est vrai que on n'a rien inventé, hein. Montsartou est l'exemple. Et aujourd'hui, d'être un autre exemple, une commune pas si éloignée que ça, malgré tout, parce qu'on est à quelques centaines de kilomètres de Montsartou, voilà, ça montre que c'est possible et qu'aujourd'hui, la ferme de Roquebaron est une réussite. Est-ce que tu peux nous présenter Roquebaron en 2 mots et puis, aussi comment ça s'organise peut-être au niveau, scolaire et cantine? Alors, donc, Roquebaron, 6 000 habitants. On a un groupe scolaire, effectivement, maternel, élémentaire, en 560 repas jour. On a un restaurant scolaire, mais en DSP. Même si la ferme maraîchère est en régie, nous, pour la restauration scolaire, on met à disposition les locaux, le matériel. Par contre, la prestation de cuisine est assurée par un prestataire. Ce qui, quelque part, aujourd'hui, nous facilite un peu les choses avec la ferme maraîchère. Donc, la ferme sur 1 hectare, hein, c'était du terrain qui était communal, en friche, donc d'un seul tenant. Donc, ça a été facile, effectivement, on était en zone agricole, de pouvoir démarrer le projet rapidement. Voilà. Sur cet hectare, on a 6 000 mètres carrés de planches de maraîchage, 120 planches en plein champ et 28 planches sous serre, sous les 1 200 mètres carrés sous abri. On a planté cette année, enfin l'automne dernier, des arbres fruitiers. Cela, on va attendre un petit peu pour qu'ils produisent. Mais sur 7 hectares en 1 an, on est aujourd'hui à peu près 15 tonnes de légumes livrés uniquement à la restauration collective. Alors, je dis à la restauration collective parce que cette année, on a changé de prestataire de restauration et aujourd'hui, on ne
fournit plus uniquement qu'à notre restaurant, en priorité bien évidemment à la restauration de Rock Baron, mais aussi à d'autres sites de restauration collective, et on est sollicité aussi par le département pour fournir le collège voisin. Ouais, il faut dire qu'il y a un collège qui est sur Sur la la commune. commune, tout à fait. Ouais, Mm. ouais, ouais, voilà. Euh, Euh, oui, vas-y. oui, peut-être revenir sur donc tu disais effectivement du foncier communal qui était déjà maîtrisé, qui appartenait déjà à la commune. Mm. Par contre, la particularité, c'est que c'était de la forêt parce que bah, ça s'était enfriché, hein, et Oui, puis que c'était aussi difficile ou très coûteux en tout cas, de le raccorder au réseau d'eau et d'électricité. Donc, ouais, c'est ouais, ouais, peut-être une ouais. particularité intéressante du projet. Ouais, la particularité, effectivement, on est loin de tout réseau et on a du coup alors c'est quelque part une opportunité, mais enfin c'est une obligation, une opportunité, c'est qu'on est totalement autonome. La ferme est alimentée en panneaux photovoltaïques, on le verra après peut-être sur une autre diapo, on voit effectivement toutes les installations par une photo aérienne. Le forage, tout le système d'irrigation, donc et toute l'électricité nécessaire à la ferme vient du photovoltaïque. Voilà. Voilà pour la particularité de la ferme. Alors, sur le sujet de l'investissement, je rejoins un peu Julien sur le chiffre, on va dire le reste, euh, ce que la commune, effectivement, a dû investir sur le projet de la ferme, ça représente en tout cas, parce qu'il y avait quand même des équipements complémentaires avec ce photovoltaïque, c'est 357 000 euros d'investissement, mais in fine, subvention déduite, on arrive pour la commune de Roquebaron, effectivement, à un montant de 150 000 euros quand on déduit les subventions qu'on a pu avoir, notamment dans le cadre du programme Leader, avec cette particularité d'alimentation photovoltaïque, parce qu'on était, on va dire, c'était un projet un peu innovant. Et le reste, on va dire, des subventions traditionnelles qu'on peut avoir au département ou à la région. Voilà. Et, euh, et ben justement, voilà, là, on a une vue aérienne assez intéressante de la ferme, hein. Les photos précédentes, c'était le chantier, notamment avec du mécénat du groupe Colas. On pourra y revenir s'il y a des Ouais. questions, et puis l'inauguration. Là, on voit bien la ferme. Tu peux peut-être présenter un petit peu les différentes composantes là, du système de production? Alors, ben, le système de maraîchage, ben, on est comme chez Potager et compagnie, hein, enfin, voilà, parce que aussi le projet initial, comme tu l'as précisé, on n'est pas, c'est pas notre compétence, hein, l'agriculture. Donc, une fois que l'idée, le projet politique était dans les cartons, parce que l'idée, le projet c'était un projet de campagne, une fois qu'on a eu défini le terrain, mais effectivement, il fallait trouver quand même l'ingénierie pour pouvoir mettre en place cette ferme. C'est là où effectivement Potager et compagnie est intervenu. En fonction de nos besoins, c'est-à-dire alimenter 560 repas par jour sur la restauration collective, ce qui il allait falloir installer en termes de planches et de surface cultivable. Donc voilà, aujourd'hui, vous voyez les six jardins de 120 planches en plein champ et les deux serres tunnels de 1200 mètres carrés où on a à peu près 28 planches. Donc c'est un maraîchage sur sol vivant, c'est de l'agroécologie également. Parce que derrière la production de cette ferme, Julien l'a précisé aussi, enfin voilà, je vais faire un peu de la redite, mais c'est avant tout, la ferme maraîchère de Roquebaron est avant tout un outil pédagogique vers les jeunes générations. Hein. La création de cette ferme est avant tout celle-là, c'est-à-dire d'avoir un outil faisant la promotion d'une nourriture saine et durable pour la restauration pour les jeunes roquebaronnais. La production de légumes, bien sûr, en fait partie, et la vente la vente des légumes, parce que la commune de Roquebaron vend ses légumes, uniquement la restauration collective n'est qu'accessoire. Le sujet principal de la ferme, c'est la pédagogie. Voilà. Donc pour revenir sur le technique, parce que je m'éloigne un peu, voilà, vous voyez effectivement le bâtiment alimenté par le photovoltaïque. Et, et on a, pour exploiter cette ferme aujourd'hui, recruté deux maraîchers à temps plein
qui travaillent sur cette ferme avec des horaires annualisés un peu différents que l'été. Le, la réussite du fonctionnement de la ferme, c'est le facteur humain, hein, parce que vous voyez ici effectivement de l'investissement et tous les équipements techniques, mais c'est surtout le recrutement des maraîchers, d'avoir effectivement les deux personnes capables de mener, de conduire, hein, de conduire cette ferme, y compris avec les activités pédagogiques qu'on développe, qu'on commence à développer seulement en lien avec, dans le cadre d'un PEDT communal et en lien aussi avec les directrices maternelles et élémentaires. On peut peut-être d'ailleurs donner quelques exemples d'activités pédagogiques qui ont eu lieu à la ferme et en salle de restauration? Oui, 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 on a recruté, et on va en recruter un deuxième, là, enfin, on va renouveler, on va dire, un service civique qui fait le lien entre la ferme et le restaurant scolaire en expliquant au moment des repas les légumes qui sont servis pour justement pour apporter effectivement de la curiosité aux enfants au moment du repas. Donc ce service-ci vient à la ferme, il découvre aussi en même temps, donc il y a aussi ce volet-là. Et ensuite fait le lien avec au moment du temps méridien sur le parti restaurant. On a avec certains professeurs des écoles intéressés, créé des éco-délégués qui ont été élus l'année dernière. On va renouveler ça cette année. Donc ces éco-délégués, pareil, enfin voilà, ils viennent participer à des petits travaux assez ludiques qu'on peut organiser sur la ferme et ils se font le relais ensuite en classe de ces activités. Et on a été surpris effectivement de voir la réaction très enflammée de certains éco-délégués, ce qui dit effectivement qu'on est on a le bon projet pédagogique pour la nouvelle alimentation. Le sujet aussi pour la commune, cette ferme, c'est aussi d'assurer une sécurité alimentaire. On l'a précisé, ça nous permet, nous, d'entrer en partie, parce qu'on n'y arrive pas encore tout à fait, dans la loi Egalim avec les 20% de bio et les 50% de local. Et aujourd'hui, ce concept de ferme maraîchère municipale, dans le cadre de la restauration collective, intéresse des prestataires de restauration collective. On a commencé la ferme avec un prestataire où on faisait, on va dire, un petit bricolage euh, comptable où nos légumes étaient valorisés dans le cadre de la prestation, on va dire, déduite de la facture de prestation de restauration collective. Mais aujourd'hui, avec l'aval des services de la DGFiP, on est passé à une méthode différente. Aujourd'hui, on vend nos légumes, on valorise nos légumes de manière différente, on se base sur le marché de gros, hein, du règlement national du marché, et on vend nos légumes à un prestataire de restauration collective pour notre cantine scolaire. Mais ce même prestataire travaille bien évidemment pour d'autres sites de restauration collective et nous achète, je veux dire, toute notre production. Donc aujourd'hui, les maraîchers qui travaillent sur la ferme n'ont pas le souci de la vente, hein. Ils ont uniquement la réflexion, et comme disait Julien, ils peuvent effectivement tester les choses. Ils ont uniquement le souci et la réflexion de faire pousser de faire en ligne qui viennent régulièrement sur place euh, euh, voir les légumes disponibles. Mais toute notre production, aujourd'hui, on n'a pas d'invendu. Et les maraîchers n'ont pas cette pression, on va dire, de vente. C'est nous qui l'assurons. Est-ce que tu peux préciser peut-être un peu comment ça se passe juridiquement? Le statut de la ferme, la manière dont tu as pu trouver une solution pour pouvoir vendre effectivement des légumes? Je pense que ça peut intéresser les participants. Aujourd'hui, voilà, on vend nos légumes, on valorise nos légumes sur un prix de référence, l'URNM, par,
tout simplement, enfin, on est en franchise de base au niveau de la TVA, parce qu'on est en dessous des 91 900, et on reste un service public administratif. J'ai précisé tout à l'heure, le conseil municipal a délibéré pour créer cette ferme maraîchère avec un but, c'est d'apporter une pédagogie et alimentaire sur son territoire, une pédagogie, et travailler aussi sur sa sécurité alimentaire avec la création d'un nouveau lieu nourricier. Le sujet principal de la ferme de Roquebaron est celui-là. C'est pas d'avoir créé une ferme pour faire pousser les légumes et les vendre. Ça reste du secondaire. Aujourd'hui, bien évidemment, on valorise nos légumes, mais ce n'est pas le sujet principal. Donc, ça reste en fait un service public administratif. Le tout, effectivement, c'est bien, effectivement, au moment où vous créez votre ferme maraîchère, c'est de faire délibérer le conseil municipal sur les réels objectifs de cette ferme. Et à ce titre-là, on reste un service public administratif, donc c'est dans le cadre du budget général. On vend nos légumes, mais en franchise de base de TVA, comme on va dire n'importe quel produit des domaines d'une collectivité, je veux dire pratiquement comme on a du terrain, sur dessus il pousse des légumes, on les valorise, on les vend, comme ça pourrait l'être par exemple pour du bois. Voilà. Donc le principe est celui-là. Mais encore une fois, il a fallu chercher, il a fallu trouver effectivement les accords. Je ne suis pas sûr que dans une autre collectivité, sur un autre territoire, les services de la DGFiP valident, on va dire, ce principe, parce que ça n'a pas été simple. L'aval de la DGFiP pour faire le premier titre qu'on a fait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, là, sur la fin du mois de septembre, j'ai eu le retour de leur service juridique, on va dire une semaine avant de pouvoir émettre le premier titre. Ça a été assez compliqué parce que c'est normal, c'est nouveau pour eux aussi. Quand vous leur posez la question qu'une commune va faire pousser des légumes et qu'il va falloir nous les vendre, voilà, c'est quelque chose de nouveau pour eux. On leur pose un peu effectivement on regarde un peu avec des grands yeux. Mais aujourd'hui, voilà, ça se généralise et c'est le principe qui est retenu ici sur Roquebaron et qui fonctionne. Super, merci. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Moi, je pense on a fait un bon tour là. Oui, 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 on a fait un bon tour, donc voilà, sur 1 hectare, mais malgré tout, pour terminer, le projet fonctionne. Le projet fonctionne, on va dire, tellement bien que de part et d'autre de la ferme, on a mis des terrains en emplacement réservé. Et aujourd'hui, on passe en phase 2, c'est-à-dire l'agrandissement de la ferme où on souhaite doubler la surface de la ferme en amont et en aval de 5000 mètres carrés pour étendre notre production parce qu'il y a de la demande et pour permettre aussi d'apporter quelque chose un peu différent aussi, je pense, sur la ferme en termes de biodiversité parce qu'on travaille là-dessus. Aujourd'hui, vous voyez la photo aérienne, on a optimisé l'hectare de surface sur la production. Et on souhaite voilà, garder certainement une partie boisée et travailler plus sur la biodiversité. On a des ruches aussi, j'avais oublié de préciser, on a des ruches aussi sur la ferme qui nous aident à la pollinisation et on a produit cette année 25 kilos de miel. On travaille avec un apiculteur là-dessus. La commune de Roquebaron produit aussi un peu de miel. Donc voilà. Donc, encourager effectivement les communes à partir sur cet exemple. C'est un nouveau modèle, je pense, de production maraîchère. J'étais en discussion il n'y a pas si longtemps que ça avec la Chambre d'agriculture sur ce sujet, qui, je pense, commence à voir que ces modèles se développent. Mais voilà, le réseau, je pense que nous aidera à nous faire entendre un petit peu mieux pour le développement de cette ferme et d'être reconnu en tant que tel. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je propose qu'on prenne maintenant plutôt des questions qui permettront d'approfondir un certain nombre de points. Voilà, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, si vous voulez davantage d'infos sur le retour d'expérience de Roquebaron ou les rencontres, on va voilà, répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous les deux. C'était
Très intéressant et très inspirant comme témoignage, donc merci beaucoup. Il y a pas mal de questions dans le chat, donc je vais en faire remonter quelques-unes. Et après, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez voilà, poser vos questions aussi à l'oral ou échanger avec nos intervenants, surtout n'hésitez pas. Alors, une première série de questions. Alors, c'est pourquoi la DSP de la cantine facilite l'organisation? Et est-ce que le prestataire de restauration du collège est le même que celui des écoles? Alors, non, c'est pas le même. Le collège, eux, c'est le département, ils sont en régie. Mais le conseil municipal a pris une délibération justement pour autoriser M. le maire à vendre les légumes uniquement aux prestataires de restauration collective. On ne s'est pas limité à notre prestataire, on va dire aux prestataires de restauration collective. Euh, alors, pourquoi ça nous aide que ce soit un prestataire? Parce que si on était en régie totale sur le restaurant scolaire, eh ben, nos légumes, on les produirait uniquement que pour le restaurant scolaire. Et on s'est rendu compte que l'année dernière, sur la première année, eh ben, on a cette problématique, effectivement, même si on adopte le plan de culture en fonction, on se retrouve malgré tout avec des pics de production sur la saison juillet-août où effectivement le restaurant scolaire travaille, et là non plus à 560 repas jour, mais à 100 repas jour. Donc on avait un problème de stockage de légumes, à devoir les traiter, les préparer et les surgeler. Le but, c'est quand même de fournir des légumes frais à la cantine scolaire et pas de surgeler des légumes pour les sortir après, même si effectivement on a aussi cette réflexion de transformation. Mais là, le fait d'avoir un prestataire, c'est qu'il nous prend tous nos légumes. Tout simplement, si on était en régie directe, ben, on serait obligé de garder nos légumes. Et là, avec le prestataire, on fournit d'autres sites de restauration collective. C'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au départ. Voilà. Et pour répondre à la question, les légumes bruts sont vendus bruts aux prestataires. Y a-t-il une étape de transformation? Alors, non, enfin, ils sont lavés sur le site de la ferme. Ensuite, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, malgré tout, on a dû adapter le restaurant scolaire en créant une légumerie. Parce qu'auparavant, les légumes arrivaient certains frais, d'autres surgelés ou déjà préparés. Là, on a créé effectivement une légumerie pour que les légumes arrivés puissent être nettoyés une deuxième fois, enfin cette fois-ci complètement nettoyés, pardon, et ensuite traités, c'est-à-dire coupés, émincés. Voilà. C'était aussi un investissement dans le montant que j'ai donné par rapport à la ferme maraîchère. Ça a été un investissement supplémentaire, mais bon, on a de la chance d'avoir sur la commune d'avoir un service technique. On fait beaucoup de travaux en régie. Ça nous a coûté à peu près 40 000 euros. Enfin, voilà, de créer un bâtiment supplémentaire. On avait cette facilité et le matériel acheté, notamment pour tout ce qui est minceur, éplucheur de légumes, enfin voilà. Et ça, avec le nouveau prestataire, il a pris en charge une partie effectivement de ce matériel. Voilà pourquoi un prestataire, surtout quand il est partie prenante, est très intéressé par le sujet de la ferme. Eux, ça les intéresse, les prestataires, parce qu'ils n'arrivent pas non plus à rentrer dans le cadre de la loi Egalim. Donc de savoir qu'ils ont un maraîcher, qu'il soit public ou privé, enfin là pour le coup c'est nous, capable de leur fournir des légumes bio et en circuit court, ils sont forcément preneurs parce qu'il y a un manque. En fait, on comble un vide aussi hein, en termes de restauration, en termes de maraîchage. Aujourd'hui, le maraîcher qui va s'installer, il va s'installer pour vendre aux particuliers parce que c'est plus rentable. Et des maraîchers qui ne vendent uniquement pour la restauration collective, il n'y en a pas beaucoup. Enfin voilà, donc on comble un vide. Je me permets juste de rebondir là-dessus pour dire aussi que dès les études de faisabilité qu'on a faites à Roquebaron, et puis ensuite vraiment dans la phase opérationnelle, on était intervenu en partenariat avec AgriBiovar Oui, pour tout à faire fait. aussi un diagnostic cantine, parce que c'est indispensable sur ce type de projet de réfléchir effectivement à ce qui va se passer au niveau de la cantine, comment on va traiter effectivement des légumes bruts, où est-ce qu'on va pouvoir les stocker, est-ce qu'on a assez de bras pour éplucher les carottes, de quels légumes la cantine a besoin. Enfin, ça pose plein de questions sur le volet cantine. Donc, c'est important d'impliquer très tôt le prestataire ou les services communaux concernés et de faire aussi un diagnostic et d'avoir un plan d'action sur le volet cantine pour accompagner le projet de ferme. Je réponds à la question. Le bilan annuel de l'opération, moi j'ai une commande pour effectivement que ce bilan annuel
se réduisent. Mais aujourd'hui, on a un service public de l'alimentation. On a créé, on va dire, un service public de l'alimentation. D'ailleurs, Roquebaron va s'engager on est en train de rédiger un plan alimentaire de référence communale qui viendra s'intégrer dans le PAT, où bien évidemment la ferme maraîchère aura sa place, mais à Roquebaron, il n'y a pas que ça, les jardins partagés, on a beaucoup d'agriculteurs sur les légumineuses, on a une chèvrerie, pas communale, mais tout du moins la chèvrerie appartient à la commune. Enfin, voilà, on a plein de sujets alimentaires sur la commune, et, euh, et, euh, et la ferme va s'intégrer. Donc, ce service public de l'alimentation, aujourd'hui, la ferme maraîchère, oui, elle a un coût. Julien en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, pour vous donner l'exemple, aujourd'hui, la ferme de Roquebaron, elle coûte 100 000 à l'année. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, la vente de légumes, je suis à peu près, on va dire, en moyenne à 2,70 € tous légumes confondus. C'est un peu comme ça que je le compte. Donc, faites le calcul, on a livré 15 tonnes de légumes depuis la création de la ferme. Mais sauf qu'avant, on avait un prestataire et on ne fournissait qu'à notre restaurant scolaire. Aujourd'hui, on fournit à d'autres sites de restauration collective. Et je pense que sur l'année prochaine, en termes je fais un petit rapide calcul par rapport au dernier titre que j'ai fait, sur l'année prochaine, on devrait être à peu près, je pense, autour des 60 000 € de valorisation des légumes. Là-dessus, il y avait une petite question au début dans le montage juridique. Est-ce que vous êtes limité sur le montant des ventes que vous pourriez Limité sur proposer? le montant des ventes, non. Enfin, aujourd'hui, on est en service public administratif. Ça, c'est l'objet, on va dire, de la ferme. Après, on est en franchise de TVA à 91 900. Après, peut-être qu'on sera obligé, je le souhaite, hein, de passer à la TVA. Et si on doit créer un service, un SPIC, ben on le fera aussi. Je serai plus heureux pour ça. Aujourd'hui, ça reste dans le cadre du budget général et on va dire c'est un peu, enfin, on a de l'analytique, mais c'est un peu noyé, on va dire, dans le budget général. Si on doit passer en SPIC, j'en serais le plus heureux. Donc non, on n'est pas limité sur on va pas parler de chiffre d'affaires, mais en tout cas de vente de légumes. Mis à part après, voilà, qu'on passera à certains seuils où il y aura des obligations, voilà, notamment par rapport à la TVA. Ça marche, merci beaucoup. Je vais peut-être laisser la parole à Gilles Perrol de Montsartou. Oui, merci Héloïse. Je voulais rebondir sur les coûts, effectivement, parce que c'est assez intéressant de voir que Monsanto et Roquebaron sont à peu près sur les mêmes restes à charge de la commune, c'est-à-dire que produire nous-mêmes nos légumes nous coûte 40% plus cher que si on les achetait. Euh, et pourquoi? Parce qu'il y a une juste rémunération des agriculteurs, il y a un salaire fonction publique sur les agriculteurs. Mais ce qui est intéressant j'ai beaucoup apprécié quand Fabrice a dit que le projet, c'est pas une ferme municipale, c'est un projet de souveraineté alimentaire et de sensibilisation à l'éducation, à l'alimentation. Et c'est exactement l'argument qu'on emploie à Montsartou aussi, c'est-à-dire que les 40% de surcoût, c'est en fait des services environnementaux et des services d'éducation et de sensibilisation à l'alimentation durable. Cette ferme, elle accueille des enfants, elle accueille des habitants, elle permet de relancer l'agriculture locale et au lieu d'avoir un lotissement, on a une ferme maraîchère. Vous la voyez dans mon dos, je m'enlève un peu, qui est en fait de la vraie biodiversité à 200 mètres à vol d'oiseau de la mairie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint la réflexion sur une autre PAC, hein, et sur les services environnementaux. Faut accepter de payer le juste coût d'une alimentation de qualité. Et en fait, ces fermes municipales sont des expérimentations de ces nouvelles productions qui produisent de l'alimentation, mais qui produisent aussi d'autres services qui sont en fait des gains. Voilà, c'est toujours difficile de faire entendre ça à tout le monde, mais il y a des coûts et il y a des bénéfices dans ce projet de ferme. Et finalement, ça s'équilibre. Oui, moi, si je peux rebondir aussi, si on commence à ouvrir ou à fermer des services publics en fonction de leur rentabilité, on peut fermer la piscine municipale, dont le coût d'entrée ne paye jamais les coûts de fonctionnement. On peut fermer la bibliothèque municipale, dont l'abonnement annuel ne couvre jamais les frais de fonctionnement. Et je pense qu'on doit pouvoir fermer comme ça à peu près tous les services municipaux. Voilà, donc il
y a pas plus de raison en fait d'exiger une rentabilité sur la ferme municipale enfin, voilà, c'est peut-être aussi la noblesse de service public que de rémunérer correctement les gens, de fournir un certain nombre d'aménités environnementales qui sont effectivement pas rémunérées habituellement, et puis d'offrir aussi aux gens qui y travaillent un revenu décent. On comprend bien, hein, enfin, je redonne la stat que j'ai donnée au début, quand vous achetez des légumes à un maraîcher, il gagne 800 € par mois. Le maraîcher sur une ferme communale, il est payé en brut chargé à peu près le triple. Bon, évidemment, vous comprenez bien qu'il y a un surcoût sur les légumes, mais la bonne question, c'est pas tellement pourquoi est-ce que les légumes ils coûtent plus cher sur la ferme municipale, mais c'est pourquoi les hommes et les femmes qui nous nourrissent, ils gagnent 800 € par mois. Ouais. Et je pense que tu évoquais les ronds-points au début de ton intervention, Julien. Et effectivement, un rond-point n'empêche pas toujours les embouteillages et les accidents non plus. Donc, on voit que l'efficacité est limitée. Et on va travailler cette année scolaire avec AgroParisTech, avec des étudiants d'AgroParisTech, justement, sur l'analyse des coûts des fermes municipales. On a une première réunion cette semaine. Donc, on aura aussi, on va essayer justement de regarder comment chaque ferme, chacune des 48 fermes déjà documentées, puis de toute façon, il y en a d'autres qui sont en préparation, quel est leur équilibre financier, leurs coûts, mais aussi de valoriser effectivement les externalités positives au projet, hein, et de les faire rentrer dans l'équilibre financier. Oui, c'est vrai que c'est facile, hein, je rebondis plus là-dessus, c'est facile en tant que gestionnaire d'une commune de chercher effectivement le coût de fonctionnement d'une ferme maraîchère parce qu'on a des dépenses et en face on a des recettes. J'ai un service urbanisme, j'ai un service RH. En face, j'ai que des dépenses, que des charges personnelles. Pourtant, le service urbanisme, on délivre aussi des services comme tous les autres services, mais on n'a pas ce réflexe de calculer le ratio de coût entre les dépenses et les recettes parce que justement, il y en a pas. Là, effectivement, on a ce réflexe et c'est peut-être pas le meilleur réflexe, même si ça reste de l'argent public. Mais, euh, mais comme le précise Gilles, effectivement, le sujet et les objectifs sont ailleurs. Et pour les collectivités aujourd'hui, je crois que pour Roquebaron, c'est surtout une sécurité alimentaire qu'on recherche à travers la ferme maraîchère et bien évidemment tout le volet pédagogique. Voilà. Des précisions, il y a une question sur plutôt le statut en tout cas et le profil de ces maraîchers. Donc, quel est le profil des candidats maraîchers? Est-ce que c'est des jeunes sortant d'études, des anciens agriculteurs, des personnes en reconversion? Et après, la Julien, question de ce statut, c'est responsable du coup d'exploitation qui sont des agents territoriaux et pas des agriculteurs au sens de la MSA. Donc, avec toutes les questions de formation, d'accès à la formation que ça pose, Ouais. voilà, vers qui ils peuvent se tourner. Pas Je que veux les dire, problèmes de formation d'ailleurs. Je peux dire un mot là-dessus. Nous, c'est très très fréquent hein, que les clients qu'on accompagne nous demandent de leur trouver effectivement un maraîcher. On comprend bien que dans le vivier des agents territoriaux, on va dire, enfin, et voilà, ça n'existe pas, un maraîcher communal dans la fonction publique territoriale. Ça existera peut-être demain, hein, mais donc voilà, c'est assez difficile. On peut imaginer reconvertir, voilà, faire monter en compétences. Nous, on est en train de le faire là sur la ferme maraîchère municipale de Plantecuq aux portes de Marseille. C'est un agent du service des espaces verts qui a été identifié depuis longtemps pour prendre en charge la ferme. Il est venu se former chez moi. Voilà, on l'a accueilli en compagnonnage pour qu'il puisse mettre un peu les mains dedans. On l'accompagne sur le plan technique et donc c'est lui qui va devenir maraîcher. Donc c'est possible, c'est pas, voilà, c'est pas évident parce qu'effectivement, il faut pouvoir dégager du temps pour le former. Mais ça, c'est une première piste. Et donc, comme je le disais moi dans la présentation initiale, c'est vrai qu'on va plutôt chercher des profils extérieurs à la fonction publique territoriale, des profils de chefs de culture. Donc, ça peut être des salariés agricoles, d'anciens salariés agricoles, hein, des structures maraîchères un peu importantes ont ce type de profil hein, de chef de culture, donc d'une personne qui pilote au quotidien la production maraîchère, l'organisation des équipes. Donc on peut trouver. Et après, l'autre vivier, c'est effectivement des gens qui se seraient destinés à s'installer, qui s'installeront d'ailleurs peut-être après une expérience salariée, donc qui se sont formés à l'agriculture, qui ont un minimum d'expérience, parce que c'est quand même sur le terrain qu'on apprend l'essentiel, et qui, plutôt que de s'installer directement, voilà, vont pendant quelques années prendre un poste de maraîcher en entreprise ou de maraîcher communal.
Et effectivement, dans ce public-là, il y a pas mal de personnes en reconversion, quoi, qui cherchent un métier avec plus de sens, en contact avec la terre, voilà. Et qui amènent aussi d'autres compétences, notamment issues d'une première vie professionnelle, des capacités de gestion de projet, par exemple, qui me semblent hyper importantes sur ce type de poste. Voilà, donc on trouve et ensuite, bah, ils rentrent, je pense que les participants connaissent mieux que moi, les règles, voilà, donc c'est des postes de contractuels, et puis, il faut espérer derrière pouvoir, trouver une forme de titularisation par concours interne, voilà. Après c'est assez classique, les outils on les connaît. Ouais, juste pour compléter, nous, on a 2 maraîchers titulaires, hein, maintenant, de la fonction publique. C'est-à-dire qu'on allait au bout, effectivement, parce qu'on ne va pas faire des CDD. Le plus ancien est là depuis 2012, donc à un moment, il faut titulariser, c'est légitime. Donc, effectivement, on se titularise dans la filière technique. Et bon, ça pose pas de souci, hein, avec euh, une fiche de poste sur l'agriculture. Moi, je voulais surtout revenir sur le fait que ces agriculteurs ne soient pas MSA, effectivement. Alors, le problème, il n'est pas tant pour les agriculteurs, parce qu'ils sont salariés de la commune, ils ont le statut d'employé de la collectivité publique, ils peuvent avoir, voilà, ça leur pose pas trop de soucis. Par contre, il y a un vrai sujet derrière ça, c'est que les communes qui produisent des légumes ne sont pas reconnues comme agriculteurs. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on va travailler au sein du collectif, à la fois documenter ce manque et porter un plaidoyer pour avoir une reconnaissance parce que, heu, par exemple, pour toucher la PAC, il est dit que les collectivités territoriales peuvent toucher la PAC. Il n'y a aucun imprimé qui existe où la collectivité rentre dans les clous. C'est-à-dire que l'imprimé n'existe pas. Donc la loi dit oui, mais les modalités, pratiques ne le permettent pas. Et alors c'est pas je pense pas que c'est la PAC qui équilibrera nos budgets, hein, Fabrice, mais bon, c'est Non, sur je le pense pas. principe, c'est important d'être reconnu comme, étant nous-mêmes producteurs, agriculteurs d'alimentation, sur le territoire. Donc voilà et c'est ça sera la force du collectif. Si on se bat chacun de notre côté, on n'aura pas le collectif pour apporter quelque chose de beaucoup plus fort au niveau du ministère, pour faire reconnaître et les chiffres qu'a donné Julien au début, bah, le fait que maintenant c'est quand même 120 agriculteurs, c'est 5 millions d'habitants, c'est, 220-230 000 repas, bah, ça commence à peser quoi, hein, et ça va continuer. Donc voilà, je pense que c'est un vrai sujet. Oui, mais ouais, Gilles, sur le sujet des marchés, donc nous, on a eu effectivement, des maraîchers, c'était une reconversion, hein, comme je le disais tout à l'heure, le facteur humain, c'est important pour conduire la ferme, le recrutement, on s'improvise pas, c'est pas notre métier, effectivement, de recruter des chefs de culture. On a été aidé par ça. Aujourd'hui, on a un retour d'expérience, on sait un petit peu mieux faire, mais votre ferme, effectivement, si c'est important de trouver effectivement, les bonnes personnes. Ils n'ont pas ni les communes ni les marchés ce statut d'agriculteur, c'est vrai. Pour une commune, d'avoir le statut d'agriculteur, il faut travailler dessus, mais il faut reconnaître aussi que pour une commune, un projet de ferme maraîchère, c'est assez porteur et c'est assez porteur en termes d'image parce que ça a un sens. Aujourd'hui, si vous avez des maraîchers qui viennent se reconvertir pour changer de métier parce que c'est porteur de sens, mais c'est aussi porteur de sens pour une commune. Et aujourd'hui, les partenaires financiers le voient bien aussi. Et on a de la chance, aujourd'hui, je vois que la ferme maraîchère de Roquebrune a été bien subventionnée. Aujourd'hui, un jeune agriculteur qui se lance, oui, il va avoir la PAC, mais est-ce qu'il aura ces mêmes subventions qu'une collectivité peut avoir? Aujourd'hui, on a cette chance quand même, à condition effectivement que le sujet, c'est bien effectivement de travailler sur tout ce volet pédagogique et de souveraineté alimentaire. Malgré tout, collectivité, on a aussi cette chance pour des investissements qui sont quand même conséquents. Donc, le jeune agriculteur, lui, peut-être l'aura pas. Donc, enfin voilà, je mesure un petit peu. Il faut qu'on ait cette reconnaissance d'agriculteur pour pouvoir former du personnel. Mais derrière, c'est que, OK, on n'a pas la PAC, mais on en a d'autres quand même un petit peu, quoi. Voilà. Peut-être juste en complément, un point important, je pense,
je pense que c'est plus dur effectivement de faire tourner une ferme municipale avec des employés des espaces verts. Au-delà de la formation, c'est sur le statut et le rythme de travail. Nous, on avait tenu à embaucher un agriculteur au début, parce que, alors certes, il a des avantages en plus du salaire, hein, il est logé, mais, les arrosages, ouvrir, fermer les tunnels le week-end, voire, travailler le week-end parce que la pluie s'annonce, après voilà, il y a quand même des contraintes de travail et quelqu'un qui a déjà travaillé en agriculture les a complètement intégrés. Et la deuxième chose que je voulais évoquer effectivement pour aider à installer des jeunes, et on le voit bien dans des projets qui, alors on en a un qui est documenté, il y en a un autre qui n'est pas encore documenté, mais si vous prenez Auray, Gennevilliers, Villejuif, ils ont racheté des fermes existantes. Et quand on connaît le problème de la transmission des fermes en France, et voilà, du manque d'agriculteurs, un jeune, il ne peut pas racheter une ferme à 1 million d'euros. Une ville peut le faire. Et après, elle peut mettre l'outil à disposition de ses agriculteurs. Alors, différentes formes, hein, ils vont être salariés, ils vont avoir un bail avec une convention de mise à disposition d'une partie des produits aux cantines et tout. Après, voilà, il y a encore plein de montages juridiques et administratifs à inventer, je pense, hein, et c'est l'important d'avoir, nous, un juriste qui travaille avec nous au collectif, Kamel Alilali, qui va nous aider là-dessus. Mais c'est intéressant, cette nouvelle. Avec Montsartou et Roquebaron, on a créé des fermes. Maintenant, les villes reprennent des fermes. Et je trouve que c'est un changement qui est assez intéressant à observer. Merci beaucoup. Il y a une main levée de Marion Tagnot de France Urbaine. Oui, bonjour, j'avais une question justement pour rebondir sur ces modèles où effectivement on est en acquisition au niveau public, pour savoir si des réflexions avaient été menées sur des systèmes d'acquisition mutualisés. Quelle articulation on a dans ce genre de cas entre les établissements publics fonciers, avec les SAFER? Est-ce qu'on est sur des fonds de portage municipaux, intercommunaux? Est-ce qu'on crée de manière ad hoc d'autres structures de portage? C'est un peu les questions que j'avais. J'imagine qu'il n'y a pas encore de réponse puisqu'on est au tout début de ce type Non, de dynamique. ce D'où sont la les question. réponses qu'on essaye de construire. Il n'y a que 3 expériences de rachat de ferme. Effectivement, Gennevilliers n'a pas encore signé, hein. Il cherche, il travaille encore sur le modèle juridique. Et je pense que bon, les SPL paraissent des outils ad hoc sur ce type de portage, mais il y en a peut-être d'autres et c'est ça qui va être intéressant à travailler tout au long de cette année. C'est le premier sujet qu'on a décidé de travailler, hein, donc ça tombe bien. En tout cas, il y a des alliances qui se créent ou qui se dessinent dans le chat avec des problématiques similaires rencontrées par les SCOP et les SIC sur cette Ouais, question c'est du statut intéressant. agricole. Les tiers-lieux nourriciers aussi. Voilà, Ouais, les exactement le tiers-lieux, même ouais. souci. Il faut Voilà, qu'on le manque de reconnaissance. voilà, j'ai mis mon mail dans le chat, mais je l'ai peut-être mis qu'à lui, je vais peut-être le mettre général, mais il faut que vous contactiez Julien ou moi et on va faire des connexions, même si on a des outils différents, on peut porter une demande commune effectivement et on sera plus fort auprès du ministère. Maintenant qu'on a une nouvelle ministre de l'Agriculture, je ne sais pas pour combien de temps, mais on va essayer d'avancer. Super. Il y avait une petite question tout à l'heure dans le chat sur la manière dont ces projets étaient accueillis par les maraîchers qui étaient déjà sur le territoire, notamment avec des risques de concurrence. Enfin, voilà, comment est-ce que ces projets sont accueillis sur les territoires? Alors pour Rob Baron, j'ai pas trop d'exemples. Enfin, on a été très bien actifs. On n'a pas fait de concurrence à d'autres maraîchers, encore une fois, parce qu'on ne travaille que pour la restauration collective. Et donc, on n'a pas d'exemple à donner. Donc, on a fait de concurrence, on va dire, à personne. Voilà. Donc, sur Rob Baron. Moi, je peux témoigner. Alors, c'est quand même un sujet. Donc, à Roquebaron, effectivement, ça s'est sans doute très, très bien passé. C'est quand même un sujet. Il y a un certain nombre d'organisations agricoles qui sont à minima circonspectes, hein, sur ce qui se passe. Voilà, donc il faut quand même gérer un peu ça. De concurrence au sens économique direct, je pense qu'effectivement, on ne peut pas accuser les fermes municipales qui vendent à la restauration collective, qui est un marché qui est très très peu adressé par les maraîchers en direct pour des raisons
de lourdeur un peu de réponse à un marché public et de faibles prix parce qu'on est sur des prix de demi-gros à minima alors on vend beaucoup mieux effectivement en direct. Donc je pense pas qu'il y ait de concurrence au sens strict et direct. Par contre, c'est un peu nouveau dans le paysage. Voilà, donc dans des milieux agricoles qui sont parfois un peu conservateurs, enfin, il peut y avoir des interrogations. Pour donner des exemples très simples, moi j'ai de très bonnes relations là localement avec l'association départementale des agriculteurs bio. La FNAB était aussi partenaire de l'événement. C'est plus compliqué avec d'autres acteurs agricoles. Donc voilà, ça reste un peu un peu un sujet. Et effectivement, je pense que quand on se lance dans ce type de projet, ça vaut le coup de désamorcer un peu ça en expliquant que voilà, on n'a pas vocation à aller rafler tous les marchés. On ne va pas venir en vendre les légumes sur le marché de plein vent du village. Et puis de toute façon, on a un tel problème qui s'amorce là de renouvellement des générations en agriculture qu'on peut bien mettre un maraîcher communal dans les 36 000 communes de France. Ça fera encore que la moitié ou le quart du renouvellement des générations dont on a besoin sur les 10 prochaines années. Donc, allons-y, quoi. Installons des jeunes, y compris sur le foncier public ou privé, faisons des fermes communales, des potagers d'entreprise, des tiers-lieux, des cycles, des scopes. Enfin, il faut vraiment faire feu de tout bois, quoi, hein. Voilà. Il est, en fait, les communes qui portent ces projets, elles le portent parce qu'elles n'ont pas trouvé à s'approvisionner localement auprès des agriculteurs. Voilà, c'est un outil complémentaire, comme le dit Julien, et c'est très bien. Enfin, nous, on a un maraîcher sur la commune et il nous a même aidé à monter le projet. Il ne voulait pas travailler pour nous, de toute façon, mais il était très content qu'on le monte. Donc voilà, mais les chambres, ce n'est pas le seul sujet conflictuel avec les chambres, donc c'est plus compliqué. Les chambres, elles sont souvent en conflit, de toute façon. Donc, il n'y a pas que sur la régie agricole et qu'elles ne sont pas d'accord avec les collectivités. Dans les PAT, on rencontre beaucoup de freins, difficultés à travailler avec les chambres pour différentes raisons. Mais ça évoluera, moi je suis sûr, parce que pour proposer les modèles et les réponses. Merci beaucoup pour ces réponses. N'hésitez pas si vous voulez réagir, si ça vous inspire à lever la main, à prendre la parole. Moi, j'en profite, du coup, j'ai une petite question, je pense que vous l'avez un petit peu évoqué, mais dans le réseau aujourd'hui des fermes municipales, c'est principalement des fermes en maraîchage. Est-ce qu'il y a des projets orientés vers d'autres types de production ou des réflexions enfin, voilà. Alors, dans le répertoire, effectivement, c'est beaucoup du maraîchage, ce qui se comprend bien, hein, parce que c'est le plus directement valorisable. De l'arbo, voilà, donc, on l'a dit, hein, à Roquebaron, il y a des arbres fruitiers qui ont été plantés. A fortiori, voilà, ici on est en contexte méditerranéen, les systèmes agroforestiers et de venir cultiver des légumes à l'ombre des arbres, ça a beaucoup de sens et ça va en avoir de plus en plus avec le changement climatique. Donc ce volet arbo, il est souvent présent. Les poules pondeuses, enfin, moi j'en ai chez moi et c'est hyper synergique avec le maraîchage. Le problème, c'est que les œufs coquilles en restauration collective, ça reste un peu tabou. Donc, en attendant que les Ça pratiques progresse. évoluent, voilà, mais ça serait très logique et d'un point de vue agronomique et agroécologique très intéressant. Voilà, après, on a quelques exemples de production de légumineuses, de céréales, mais voilà, c'est moins développé. C'est vrai que l'essentiel de ces fermes sont des fermes maraîchères. Mais après, c'est une question de taille de ferme aussi, hein. Je pense qu'effectivement, les villes qui rachètent des grandes fermes, ça va être d'autres. Il va y avoir une diversité de production. Ou si vous prenez Toulouse, qui va rejoindre le collectif, mais qui à l'époque n'était pas connecté à la restauration collective. Mais maintenant, ils se connectent de plus en plus. Ils ont créé notamment la filière pain, c'est-à-dire que les céréales sont produites par la régie agricole. Après, c'est transformé en farine et c'est les boulangers de la ville qui font avec cette farine le pain des cantines. Et on a bien insisté parce qu'on a créé on a essayé de définir ce qui pouvait rejoindre le collectif, hein. On a essayé de faire les choses sérieusement. Et on a dit qu'il pouvait y avoir tout type de production, bien entendu. Par contre, en bio, évidemment, pour rejoindre le collectif, il faut approvisionner la restauration collective et produire en agriculture biologique. Ça nous paraît essentiel.
Marche, merci beaucoup. Et il y a une nouvelle petite question dans le chat sur voilà, ces projets qui mobilisent quand même des finances à un niveau élevé au niveau local dans un contexte budgétaire qui va devenir de plus en plus tendu. Et du coup, ces expériences ont été lancées sur des territoires à quel niveau de potentiel financier et fiscal? Bah, ça, c'est différent d'un territoire à l'autre, hein, mais je pense que, enfin, moi, si je vais vous donner la réponse sur Montsartou, hein. Nous, on a à peu près le même niveau de coût, c'est 120 000 euros par an. 40% reste à achat à la mairie. Donc, 60%, c'est financé sur le budget restauration scolaire. C'est comme si on achetait des légumes ailleurs. Donc, ça, on a l'argent. Sur le reste, on a dit, c'est si vous payez des déplacements en bus pour aller visiter une ferme à 30 kilomètres parce que vous n'en avez pas sur votre territoire, il y aura des budgets. Là, ils y vont à pied. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Je pense que et la souveraineté alimentaire a besoin de budget. La sécurité, c'est tout l'intérêt. Ben, je vois qu'il y a Stéphane Linou dans le chat, mais on participe à la sécurité alimentaire de notre territoire. C'est-à-dire que bah, si un camion s'arrête de livrer pendant la crise Covid, Montsartou n'aurait continué à manger des légumes de la ferme, hein. Donc, il y a cet enjeu sécurité alimentaire aussi. Donc, la responsabilité publique, elle est là pour construire la souveraineté, la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité. Tous ces sujets y contribuent. Et en plus, il produit de la nourriture. Parce que souvent, on fait des investissements en biodiversité, en sécurité, qui ne rapportent pas une production de légumes. Donc c'est plutôt, heu, il faut changer l'imaginaire, je pense, et c'est plutôt un projet qui est, moins coûteux, que d'autres en politique publique. Mais enfin, voilà, c'est ce qu'évoquait, Fabrice, tout à l'heure, mais avec des services, peut-être très administratifs, mais dans les actions de la commune en termes de prévention, de sécurité, il y a plein de chantiers qui coûtent très cher et qui rapportent, et qui ne permettent pas de manger, quoi. Pour, pour rebondir sur ce que dit Gilles, oui, une ferme maraîchère, c'est un coût. Voilà, c'est un investissement. On ne va pas redire les chiffres, c'est un coût de fonctionnement. Mais vous trouvez une commune qui se lance dans ce projet. Vous pourrez trouver des financements. Je vais donner un titre d'exemple. On a été subventionné par le département. Et ils sont venus faire, il y a 15 jours, ils font un petit reportage sur les aides au département, c'est normal, ils donnent de l'argent et ils viennent faire un petit reportage sur les projets qui ont été financés par le département. Par l'intermédiaire, là, notamment, c'était BFM. Mais malgré tout, il y avait quand même un cadre du département qui dit, ben, pour une fois, on vient voir un projet, ça nous change vous parliez des ronds-points tout à l'heure, ça nous change des routes ou des ronds-points, autre chose qui ont été financés. Et là, pour le coup, c'est porteur. Et là, eh ben, ils y sont restés quand même un grand moment. C'était une ferme maraîchère qui a été financée par le département. Donc, sur le sujet oui, du contexte budgétaire tendu, c'est vrai, je gère une collectivité de 6 000 habitants, le budget, je le connais, mais derrière, vous pouvez, sur un plan financier, vous pouvez trouver des financements pour un projet de ferme maraîchère, parce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui a du sens et qui est porteur. Oui, c'est un projet qui se vend bien, on va dire, voilà. Donc, quelque part, pas trop de crainte à ce niveau-là. Si vous avez deux projets à faire financer, entre celui-là et faire effectivement la réfection d'une route communale, je pense que vous aurez plus de chances d'être financé pour une ferme maraîchère que pour du bitume, quoi, voilà. Donc, voilà. Oh, oui, pardon, Marion. Je vais reposer une question qui sera sans réponse parce que je suis en projection et ça va déjà trop loin par rapport à l'état d'avancement. Assez souvent, on peut avoir des questionnements à France urbaine, hein, de territoires qui vont s'interroger sur leur capacité d'action au-delà de leur frontière administrative. Et donc, ça pourrait interroger à l'avenir aussi des modèles où un territoire finance une ferme qui n'est pas sur son territoire et qui est plutôt un outil collectif à la main d'un ensemble de collectivités qui auront fait le choix de mutualiser leur action. Donc ça questionnera à la fois les outils mutualisés, peut-être l'articulation plus forte avec les SIC. Je ne sais pas comment aujourd'hui on peut aussi avoir des modes de contribution à des mécanismes comme Terre de Liens,
si jamais ça vise pas directement un foncier qui est présent sur le territoire. Voilà, c'est plutôt des interrogations sur la suite, sur comment Non, mais c'est les espaces de On a production eu, s'articulent avec les espaces de consommation de manière plus forte, quoi. on a eu un très bon exemple pendant les rencontres, hein. Une des participantes à la table ronde, donc c'était la commune de Villejuif. Donc Villejuif, on est en première couronne parisienne. On imagine bien que trouver 1 ou 2 hectares de terres maraîchères, ça va être difficile. Et donc eux ont acheté une ferme qui est dans l'Yonne, à peut-être 180 km au sud. Donc ils ont acheté, comme disait Gilles tout à l'heure, ils ont acheté une ferme en activité et ils ont salarié l'ancien exploitant, voilà, qui est devenu maraîcher communal. Donc c'est et ouais, possible. Et je crois pas de mémoire qu'ils aient eu besoin d'outils de portage, hein. Ils l'ont fait en non, direct. non, ils ont fait direct et Ça coûte c'est pas très cher, Gennevilliers, hein, du pareil. foncier agricole. Gennevilliers, c'est en dehors du de leur département aussi, hein, donc alors pour le moment, c'est que pour leur restauration scolaire. Après, ils ont du volume, hein, ces villes-là en nombre de repas. Et en fait, ça amorce quelque chose, moi, que je défends depuis longtemps, c'est la coopération interterritoriale urbain-rurale. Et en fait, quelque part, ces villes très urbanisées, en première couronne parisienne, eh ben, elles maintiennent un tissu économique et une activité de production agricole sur des terres rurales. Donc, en termes de solidarité, c'est assez intéressant. Et Villejuif, en plus, il y a couplé un projet de lieu de vacances pour camping pour les familles sur la ferme. Donc, c'est la reconnexion à la nature pour ces familles qui vivent dans des villes très, très urbanisées. Donc, on voit que, et là, du coup, il y aura forcément une plus-value aussi, hein, dans le, non seulement ils achètent de quoi produire leurs légumes, mais ils achètent un lieu de vacances pour les habitants. Enfin, voilà, ça commence à avoir un sacré sens, quoi. Il y a une question dans le chat aussi sur les subventions. Fabrice Beauvois le disait, c'est quand même un projet dans lequel on coche pas mal de cases, la transition écologique, résilience alimentaire, transition agroécologique, etc. Donc il y a quand même un panel de subventions possibles. Donc dans les exemples que moi j'ai accompagnés, donc il y a évidemment les aides aux communes classiques du département, les dispositifs de la région aussi pour l'aide aux projets communaux. Généralement, on rentre très bien dans les cases. Il y a toujours un volet transition ou développement durable dans ce type de dispositif. Fabrice a parlé du dispositif Leader. Alors ça, c'est pas activé partout, hein, sur le territoire, mais c'est intéressant. Subvention agricole, par contre, non, hein, on l'a dit, ni sur le premier pilier, ni sur le second pour l'instant, en attendant voilà, qu'on ait plaidé la bonne cause avec le collectif. Mécénat aussi, moi je vous encourage vraiment à aller regarder des possibilités Oui, c'est de mécénat privé, hein. À Roquebaron, il y avait eu une oui, grosse aide en nature de l'entreprise Colas pour réaliser les voiries et le montage des serres. Ailleurs, ça peut être du soutien, du mécénat financier. Voilà, donc, parce que là aussi, c'est des projets qui ont beaucoup de sens. On peut aller chercher des financements de type fonds verts, fonds de transition, enfin, de planification de transition écologique, donc des dispositifs de l'État. Voilà, donc, il y a quand même un panel de choses qui sont possibles pour financer ce type de projet. En tout cas, en investissement, je pense que voilà, il y a vraiment pas trop de difficultés à. Alors, il faut noircir du papier, hein, comme d'habitude, mais par contre, il y a vraiment de bonnes possibilités de se faire financer les investissements initiaux. Et ça vaut le coup d'investir parce que au plus on investit dans l'outil de production, au plus on réduit les coûts de fonctionnement. Typiquement, si on automatise son irrigation, on n'a pas besoin de payer quelqu'un pour venir ouvrir ou fermer des vannes le week-end. Voilà, enfin, il y a plein d'exemples comme ça où on peut gagner en fonctionnement parce on a investi sur les bons outils. Ce qui est Ça intéressant, marche. c'est là où on voit que le dispositif est de plus en plus reconnu parce que nous, quand on s'est lancé, on n'a eu aucun, en 2011, on n'a eu aucun financement. Et c'est vrai que maintenant, même dans le plan de relance, c'était inscrit directement régie agricole. Voilà, enfin, c'est des objets qui ont été identifiés et les départements se mettent beaucoup à aider, ce qu'ils ne faisaient pas avant, hein. Donc, c'est ceux qui arrivent maintenant vont bénéficier, ben, c'est tant mieux, hein, de ces aides. Mais je pense que par exemple, nous, sur notre département, on ne peut pas bénéficier des aides qui sont réservées à l'agriculture. Ils nous demandent de faire financer sur les budgets aide aux communes. Sauf que du coup, ça vient au détriment d'autres projets. C'est pour ça que la reconnaissance de statut sera intéressant parce que
des départements qui aident à l'installation et l'investissement en agriculture, enfin en tout cas les Alpes-Maritimes, n'intègrent pas les fermes municipales dans ce dispositif, ce qui est étonnant, d'autant plus qu'ils sont en train d'en créer 3, hein, donc c'est un peu schizophrénique, mais il y en a de plus en plus, c'est ça qui est positif. Ça Il y marche. en a même sur le plan de relance qui se sont fait financer du fonctionnement, hein, de l'emploi. Saint-Vallier, par exemple, dans les Alpes-Maritimes. Ok, merci pour ces précisions. On arrive presque au terme de notre atelier sur ce sujet-là. Éventuellement, je ne sais pas, Julien, s'il y a un petit mot de la fin, sinon moi j'ai une petite conclusion, mais je vous laisse volontiers la parole si vous avez encore quelque chose à Non, ajouter. non, mais il faut y aller, hein. Il faut y aller, Faites voilà. des fermes municipales, hein. Ça vaut le coup. Bon, très Et bien. si vous y allez, vous venez au collectif et on vous aide. Voilà, c'est ça. Rejoignez, lancez-vous et rejoignez le collectif. Et au passage, rejoignez aussi l'Alliance pour les transitions agricoles et alimentaires. Non, en tout cas, un grand merci à Julien voilà, d'avoir proposé ce temps d'échange sur le sujet des fermes municipales. L'objectif de l'Alliance, c'est vraiment d'être un outil au service des alliés, donc de pouvoir aussi être un espace de partage, de mise en lumière des expériences inspirantes pour que ça puisse voilà, s'aimer et à convaincre d'autres de passer à l'action. Donc vraiment un grand merci d'avoir proposé ce temps sur le sujet des fermes municipales. Un grand merci à Monsieur Bobo aussi pour le témoignage de la ville de Roquebaron et puis à Gilles Perrol aussi pour les réactions sur l'exemple de Mouansartou puis le collectif. Voilà, on vous enverra, comme précisé dans le chat, donc le lien du replay et puis les supports de présentation des intervenants. Si vous souhaitez voilà, suivre aussi les actus, les autres ateliers qui seront proposés dans le cadre d'Alta, n'hésitez pas à vous inscrire au bulletin et à la mailing list pour recevoir les invitations. Et puis voilà, surtout, n'hésitez pas aussi à signer la charte pour rejoindre cette dynamique collective. Et un grand merci pour votre participation aujourd'hui. C'était vraiment très inspirant comme discussion. Donc, merci beaucoup et bon après-midi.